Pour ce dernier séminaire de l'année, on va aborder un cas un peu particulier. Le cours, cette année, comme les séminaires, s'est particulièrement intéressé à la question ce que j'appelle des collectifs analogistes, et à la manière dont ces collectifs, qui sont distribués dans l'espace, qui sont constitués de segments parfois très hétérogènes, connaissent une coalescence, ont peut-être besoin plus que d'autres de dispositifs de totalisation, sont marqués par des formes de centralité qui peuvent prendre des allures extrêmement diverses. Et il m'a paru intéressant, pour terminer, d'envisager une région de l'analogisme où ces dispositifs de centralité ne sont pas immédiatement évidents. C'est la Mongolie, c'est-à-dire une région peuplée, pendant longtemps en tout cas, et encore en grande partie maintenant, par des gens qui sont des pasteurs nomades ou des pasteurs transhumants. Et la meilleure personne pour en parler, c'est Grégory. Je coupe de la place, je connais un autre Grégory, tout d'un coup j'ai failli faire un lapsus. Grégory de la Place, qui est maître de conférence à Paris-Ouest, à l'université de Nanterre Paris-Ouest. C'est un spécialiste donc de la Mongolie, un anthropologue, et en particulier de la façon dont les Mongols établissent et entretiennent des relations avec des êtres qui ne sont pas ordinairement visibles, qui peuplent leur environnement, notamment les morts, et sur lequel il a écrit un livre qui s'appelle L'invention des morts, sépultures, fantômes et photographies en Mongolie contemporaine, et qui pose au fond la question très importante des rapports au lieu à travers la médiation que des êtres invisibles permettent de construire. Donc, je ne sais pas ce que Grégory va nous dire aujourd'hui, mais je pense qu'il va peut-être nous permettre de comprendre comment peut fonctionner un dispositif analogiste du type, je crois assez classiquement, lors de l'année dernière, j'avais consacré les 2 dernières leçons, pour ceux d'entre vous qui assistent à mon cours, à la Mongolie, et sans conclure au fond sur cette question, et peut-être que Grégory Desoulières nous aide, Desoulières décidément de la Place, nous aidera à progresser dans cette voie. J'espère. Merci. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur à Philippe Descola de me permettre de parler dans ce cadre et d'échanger avec lui sur la Mongolie en particulier et sur justement ce mystère des ontologies analogistes qui effectivement donnent beaucoup de fil à retordre à l'ethnographe et à l'anthropologue. Donc aujourd'hui je vais parler de mort et de Mongolie. Et plus spécifiquement, je voudrais me pencher sur le rôle que jouent les morts dans un certain rapport qu'une partie de la population mongole a entretenu au lieu et à l'espace au cours de son histoire récente. C'est pour ça que mon titre a un petit peu changé au fur et à mesure de l'écriture de ma communication depuis le moment où je l'avais annoncé. C'est une question que je me pose depuis longtemps, en fait, depuis ma thèse de doctorat, et à laquelle j'ai le sentiment seulement aujourd'hui de parvenir à une réponse satisfaisante. Donc, je vais vous la livrer. Cette question, un peu à ma grande honte, c'est la plus basique, la plus évidente que l'on puisse se poser à propos des morts en Mongolie. C'est quelle est leur place ? Le premier enjeu de mon exposé aujourd'hui, c'est de vous montrer que la réponse à cette question, elle est moins évidente qu'il n'y paraît. D'une part, parce que les Mongols eux-mêmes ne sont pas toujours sûrs de connaître cette réponse. La question de la place des morts se pose aujourd'hui en Mongolie, et elle s'est aussi posée dans le passé. Il semble y avoir, en fait, une incertitude récurrente en Mongolie, voire un désaccord au sein de la population sur le lieu précis où installer les morts, sur la façon de le faire, et plus largement, plus profondément, je dirais, sur la manière exacte dont les morts doivent permettre aux Mongols d'habiter leur terre. Il semble y avoir aujourd'hui en Mongolie, comme par le passé, une sorte d'hésitation à ce sujet. Et le premier propos de ma présentation sera donc d'exposer les termes de cette incertitude, de cette hésitation de la population mongole quant à la place à donner à ces morts.
D'autre part, je voudrais essayer de montrer que cette hésitation n'est pas anodine. Ce flottement apparent dans les manières possibles de localiser les morts et de se localiser à travers les morts, autrement dit, nous mettrait sur la voie d'une certaine conception de l'espace, et surtout, je dirais, d'un certain mode de territorialisation. C'est ce que l'anthropologie anglo-saxonne a eu tendance à appeler landscape, et que je propose d'appeler géographie en français, plutôt que paysage. Je reviendrai là-dessus. Donc, ce que je veux montrer, c'est que si la place des morts ne se laisse pas appréhender simplement en Mongolie, ce n'est pas simplement que, pour des raisons historiques, elle serait devenue sujette à controverse au sein de cette population, c'est aussi qu'elle ressortisse d'une certaine manière d'habiter et de penser la territorialité, d'une géographie spécifique qui tourne autour de la notion mongole de notak, que j'écrirai et que j'expliquerai plus tard. C'est un terme qu'on pourrait traduire par terroir ou par pays, mais je vais essayer de complexifier un petit peu ça plus loin. La géographie funéraire mongole, plus précisément, reposerait donc sur l'établissement d'un certain rapport entre un lieu et un pays. C'est la nature de ce rapport, la texture de ce lien, que je vais essayer de décrire aujourd'hui. Alors, c'est une idée assez bien ancrée en anthropologie sociale, mais en fait probablement dans les sciences humaines en général, que les morts sont l'une des chevilles ouvrières du rapport que les humains entretiennent et revendiquent à leur terre, à travers les sociétés du passé et du présent. C'est la manière dont ils le font, et non le fait même qu'ils le fassent, qui semble sujet à variabilité historique et culturelle. Il semble en effet assez évident que c'est avant tout et principalement par les morts, à travers la sépulture qu'il leur est donnée, que les collectifs se territorialisent, qu'ils pensent et administrent leurs relations à leur terre. Il est possible que cette idée nous vienne directement des théories du célèbre historien Fustel de Coulanges sur les fondements de la cité antique, en particulier la cité grecque. En tout cas, elle trouve dans l'œuvre de cet auteur une expression particulièrement exemplaire et précise, en particulier dans son livre le plus connu, La Cité antique, qui est paru en 1864. Pour Fustel de Coulanges, en effet, la cité antique se développe à partir de la famille, qui, en tant qu'institution territorialisée, est conçue en relation à une terre, un champ principalement, dont elle revendique la propriété. Or, cette relation repose précisément sur le lien qu'entretient chaque famille entre deux lieux particuliers, le foyer, autour duquel les membres vivants se rassemblent, et le tombeau, où reposent ses membres défunts. Les morts et les vivants, autrement dit, formeraient les deux faces symétriques d'un collectif résidentiel territorialisé. Plus précisément encore, la territorialité grecque, plus largement antique, selon Fustel de Coulanges, reposerait sur deux choses très particulières. D'une part, la conjonction de ces deux lieux, le fait que le foyer soit proche du tombeau, mais aussi et surtout sur les rituels que la coutume prescrivait d'y réaliser. Je cite Fustel de Coulanges. « Entre la partie vivante et la partie morte de la famille, il n'y a que cette distance de quelques pas qui sépare la maison du tombeau. À certains jours, qui sont déterminés pour chacun par sa religion domestique, les vivants se réunissent auprès des ancêtres. Ils leur portent le repas funèbre, leur versent le lait et le vin, déposent les gâteaux et les fruits, ou brûlent pour eux les chairs d'une victime. En échange de ces offrandes, ils réclament leur protection, ils les appellent leurs dieux, et leur demandent de rendre le champ fertile, la maison prospère, les cœurs vertueux. Et plus loin, ce qui m'intéresse, voilà donc une part du sol qui, au nom de la religion, devient un objet de propriété perpétuelle pour chaque famille. La famille s'est appropriée cette terre en y plaçant ses morts. Elle s'est implantée là pour toujours. Le rejeton vivant de cette famille peut dire légitimement « cette terre est à moi ». Depuis Fustel de Coulanges, bien sûr, notre connaissance des sociétés antiques a beaucoup progressé, et certains historiens, comme Marcel d'Étienne par exemple, ont largement relativisé le rôle que les morts jouaient dans l'ancrage territorial de l'institution familiale grecque. Marcel d'Étienne a une belle expression pour décrire cela, qui est citée dans un entretien qu'il donne à Arnaud Esquerré. Il dit que les morts en Grèce sont en fait légers. Ils ne sont pas aussi territorialisés que le dit Fustel de Coulanges. Et avant le 5e siècle, avant l'Athènes de Périclès, où les morts de la guerre, les morts autochtones, avant qu'ils prennent un poids particulier, les morts grecs sont célébrés de manière collective et anonyme par l'ensemble de la cité, plutôt que par chaque famille en lien à un territoire revendiqué. Cette réévaluation historiographique par Marcel d'Étienne suggère que la référence grecque de Fustel de Coulanges, au milieu du XIXe siècle, est davantage à comprendre à la lumière du rôle que les morts sont censés jouer pour l'affirmation d'une autochtonie française, dans un contexte de concurrence entre les États-nations européens. Quoi qu'il en soit, et que Fustel de Coulanges en soit ou non la cause ultime, les ethnographes se sont penchés sur les relations aux morts et sur les rituels funéraires de différentes sociétés humaines, en s'efforçant de mettre en lumière les différentes manières, les différentes modalités selon lesquelles les morts permettent aux vivants de se territorialiser. Le travail de Maurice Bloch à Madagascar, chez les Mérina, est vraiment exemplaire à cet écart, surtout quand on compare ce qu'il décrit avec le modèle grec antique, version Fustel de Coulanges. Sa monographie classique de 1971 s'intitule justement « Placing the Dead », donc « placer les morts » ou « mettre les morts en place ». Chez les Mérina, donc, que décrit Maurice Bloch,
la place donnée aux morts, le lieu de leur installation et les rituels qui leur sont dédiés forment la base de l'organisation sociale, des hiérarchies et en fait du cosmos. Comme chez les Grecs, finalement, le rapport des Mérinas à la terre, les solidarités familiales, l'administration de la propriété, dépendent toutes du rapport fondamental que chacun parvient à maintenir entre le lieu de son foyer et le lieu du tombeau de ses ancêtres. Contrairement au cas grec, en revanche, ce rapport n'est pas un rapport de conjonction, mais un rapport de disjonction. Personne, autrement dit, ne vit près du tombeau de ses ancêtres et sur les terres auxquelles la position de ce tombeau donne droit. Néanmoins, toute la vie sociale et économique s'organise en référence au village des ancêtres, que chacun peut revendiquer comme sien, qu'on appelle dans le dialogue Malagasy des Mérinas le Tanindrasana. Cette revendication d'un ancrage territorial au-delà de la terre qu'on habite, cette revendication d'un mode d'habitation déterritorialisé, si on veut, puisqu'on habite en fait toujours ailleurs de là où on vit, cette revendication passe là aussi, comme chez les Grecs de Fustel de Coulanges, par l'effectuation de rituels précis. Des rituels funéraires, bien sûr, qui chez les Mérinas sont doubles, puisqu'on retourne le cadavre un certain temps après une première installation, rituel du Famadiana, qu'on connaît bien, et qui assure en 2 étapes donc le placement dans le tombeau, d'où le titre du livre. Mais aussi des rituels de commémoration, par lesquels est réaffirmé le lien entre un foyer donné et un tombeau de référence qui est délocalisé. Alors vous allez me demander pourquoi ce détour par les Grecs et les Malgaches? Parce que précisément, par rapport à ce modèle des morts territorialisants, ce modèle d'un collectif de morts et de vivants localisés les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire ce modèle d'un collectif où, selon différentes modalités, les morts sont censés permettre à un groupe humain de s'inscrire dans un lieu donné, grâce à une sépulture fixe et un protocole funéraire localisé, par rapport à ce modèle, donc, le cas mongol fait figure de scandale. Un scandale, d'une part, car le traitement des morts en Mongolie ne produit pas vraiment de sépulture localisée. L'une des pratiques emblématiques des rituels funéraires mongols consiste en effet, comme vous le savez sans doute, à déposer les corps à même le sol et à les laisser dévorer et littéralement, explicitement, dispersés par les animaux et les intempéries. Les sépultures semblent, à première vue, assez faiblement localisées et donc territorialisantes. Mais scandale, d'autre part, car les pratiques qui encadrent le traitement des morts en Mongolie semblent sujettes, comme je l'ai indiqué en introduction, à un certain flottement. Il n'y a pas, ou il ne semble pas y avoir, une seule manière de traiter les morts. Au contraire, au cours de leur histoire récente, les Mongols semblent avoir été ouverts à la possibilité de les déposer sur le sol, de les enterrer ou de les incinérer, et par ailleurs de prélever leurs restes pour les réenterrer ailleurs, ou de les laisser se disperser. Autrement dit, non seulement la population mongole ne semble pas attachée particulièrement à une pratique plutôt qu'à une autre, mais à plusieurs moments de son histoire, elle a simultanément admis plusieurs manières possibles de traiter les cadavres. Est-ce que, au contraire de la plupart des sociétés humaines connues de période historique, les Mongols sont réellement indifférents à la manière dont les morts sont traités? Est-ce que, dès lors, les morts participent quand même, d'une certaine manière, à territorialiser les vivants? Au-delà de leur localisation géographique, quelle peut être la place des morts dans le collectif si leur sépulture est variable et les voue, dans certains cas, à se dissoudre sans laisser de traces? Alors, notons que le scandale des rituels funéraires mongols n'est pas seulement un scandale ethnographique, au regard de la théorie anthropologique ou de ce qui semble être une régularité historique, c'est, et ça a été aussi, un scandale politique, qui a été explicitement et plus ou moins publiquement discuté à plusieurs moments de la constitution du pays comme un État moderne. J'illustrerai cela en revenant sur 2 moments particuliers de l'histoire récente du pays. D'une part, le moment de la construction d'un État socialiste, conçu sur le modèle de l'URSS dans les années 1950, où les pratiques funéraires des éleveurs ont été accusées de représenter un état d'arriération indigne de la modernité. La Mongolie devient une république populaire dès 1924, c'est la première après l'Union soviétique, mais c'est vraiment dans les années 50 que se déroule la construction étatique du pays. L'époque actuelle, d'autre part, je prendrai ça comme exemple, où la Mongolie s'efforce de construire un État post-communiste sur la base de valeurs et de coutumes supposément héritées d'une civilisation impériale passée, mais largement fantasmée. Alors que dans les années 1950, c'est principalement la pratique du dépôt des morts à même le sol qui faisait scandale en tant que mode du traitement des défunts, c'est aujourd'hui la pratique de l'enterrement qui est jugée indigne et dont l'État, ainsi qu'une partie de la population, veut se débarrasser. Au-delà de l'enterrement en tant que tel, c'est le cimetière qui fait l'objet d'un dégoût profond en Mongolie aujourd'hui.
C'est précisément cette entrée que j'emprunterai dans le dédale de la variabilité des rituels funéraires mongols. Alors, ça fait maintenant plusieurs années que la mairie d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, a pour projet de nettoyer Teverlech, le plus grand et le plus ancien système de la ville, le plus grand et le plus ancien cimetière de la ville, d'Alandahar. Il est situé à l'ouest de la ville, et en fait, donc, d'Alandahar, ce cimetière a été officiellement fermé en 1987, puisque à ce moment-là, déjà, il avait été déclaré avoir atteint sa capacité maximale. En fait, il a continué d'être officieusement utilisé, notamment parce qu'il s'est fondu avec le cimetière voisin de Bayan Khoshu, qui, pour sa part, est toujours en activité. D'Alandahar, c'est, si vous voulez, le cimetière iconique de la réforme funéraire qui a été menée par le gouvernement socialiste au milieu des années 50. Cette réforme visait à imposer l'enterrement comme seul et unique mode de traitement des morts, notamment, comme je l'ai évoqué, pour remplacer la pratique jugée indigne de dépôt à même le sol. Ça a donné lieu à un certain nombre de décrets ministériels par lesquels donc, cette réforme a été mise en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réforme, ni dans le contenu précis des décrets, mais ce qui est assez clair, c'est que cette décision ne semble pas avoir posé de problème majeur à la population mongole. L'enterrement a été adopté très rapidement par la majorité de la population. Seules quelques populations de pasteurs nomades de l'Ouest, seuls quelques groupes de pasteurs nomades de l'Ouest du pays étaient réputés, à cette époque, continuer à déposer les morts à même le sol. Partout ailleurs, des cimetières comme celui d'Alandahar se sont installés et les morts ont été enterrés dans ces endroits. À la fin des années 1980, l'enterrement était quasiment le seul traitement possible pour les morts en Mongolie, ce qui, comme on va le voir, est assez exceptionnel dans l'histoire du pays. Les cimetières, comme d'Alandahar, ont donc commencé à s'étendre. Je dis s'étendre parce qu'en effet, il y a une chose que le gouvernement n'a jamais réussi à obtenir dans cette réforme des rituels funéraires, c'est que les cimetières soient délimités et que les tombes restent confinées à un endroit particulier. Les premiers décrets, signés en 1955 et 1956, stipulaient clairement que les cimetières devaient être établis dans des lieux séparés, clôturés et décorés de fleurs, afin, je cite en substance, qu'une mémoire des morts digne puisse donner sa base à une société socialiste moderne. Pourtant, les cimetières se sont développés inexorablement comme des espaces ouverts, comme vous le voyez sur l'image. Espaces ouverts qui s'étendaient à mesure que des tombes étaient successivement ajoutées à la masse des précédentes. Un nouveau décret est même adopté en 1964, 9 ans après le premier, par le Conseil des ministres, spécifiquement pour faire face à ce problème et pour rétablir le bon entretien de ces espaces et le contrôle de l'État sur ceux-ci. Je cite le texte du décret, le préambule. Grâce aux mesures répétées prises par le parti et le gouvernement, l'installation respectueuse des dépouilles a été grandement améliorée dans les centres et les localités. La réglementation a été unifiée. Néanmoins, la mise des cimetières sous le regard et la protection de l'État, ainsi que l'équipement en arbres et en fleurs, reste insatisfaisant. L'arrêté charge donc les administrations locales de contrôler à la fois les lieux choisis pour l'installation des morts et leur équipement en arbres et en fleurs. Mais visiblement, il n'y a rien que l'État puisse faire à cet égard. Et les cimetières ont continué jusqu'à aujourd'hui de s'étendre comme des taches d'huile sur les pentes environnantes de la capitale. Ça c'est un exemple de tombe des années 60, donc, au moment où la réforme, comme vous voyez, les tombes ont changé d'aspect. Je ne parlerai pas de ça, on pourra y revenir dans la question si vous voulez. Et au fur et à mesure de l'application de la réforme, les tombes ont changé globalement d'aspect. Mais ce qui n'a pas changé, justement, c'est cet aspect expansif des cimetières. Seul le cimetière modèle d'Altanölgi, le cimetière des élites, réservé aux membres du Parlement et aux héros du travail, qui est situé à l'est de la ville, a pu devenir le jardin du souvenir dont rêvaient les réformateurs. Il est effectivement clôturé et à peu près entretenu jusqu'à l'heure actuelle. Les autres cimetières d'Oulan-Bator et du reste du pays sont devenus des sortes de terrains vagues, des espaces où personne, outre des ivrognes, des chiens et des corbeaux, ne s'aventurerait en temps normal, c'est-à-dire hors du contexte précis du jour des funérailles et d'éventuelles commémorations. On estime que d'Alandahar occupe à l'heure actuelle 137 hectares de terrain et contient environ 47 500 tombes, dont un tiers environ sont sévèrement endommagées, parmi lesquelles 500, comme vous le voyez, auraient été carrément ouvertes et retournées par des animaux ou des pilleurs de sépultures.
On comprend donc pourquoi l'administration de la ville souhaite nettoyer le cimetière, retirer les restes humains, les déplacer et faire de l'endroit un jardin, parce que c'est le projet, un peu à la manière du cimetière des Innocents à Paris au XVIIIe siècle. La raison avancée par le gouvernement et les experts interrogés dans la presse, toutefois, c'est pas seulement ou pas vraiment l'aspect des cimetières. La principale raison avancée pour justifier le nettoyage du cimetière, c'est que Dal Nahar, en particulier, a maintenant été complètement absorbé par la ville. La raison principale, donc, c'est la proximité supposément indue entre les sépultures et les habitations, entre les morts et les vivants. Depuis les années 90, en effet, 1990, l'augmentation drastique de la population de la capitale a forcé de nombreux foyers à venir s'installer jusqu'en bordure des cimetières, comme vous le voyez sur l'image, tout en haut. Non seulement l'odeur y est insupportable, notamment en été, parce que les cimetières sont utilisés comme des décharges par les cantines de la ville, et la viande y pourrit à ciel ouvert, mais pire encore, selon les officiels interrogés, des tombes continuent d'y être creusées, dans les interstices encore disponibles. Le plus choquant, donc, la raison pour laquelle Dal Nahar, entre tous les cimetières, doit être impérativement nettoyé, c'est qu'il s'agit d'un lieu où les vivants et les morts s'installent conjointement, un peu comme s'ils devaient faire résidence commune. Le rêve des Grecs de Fustel de Coulanges, autrement dit, ne serait rien moins que le cauchemar des Mongols d'Oulan-Bator. Ceci dit, au-delà du cas précis de Dal Nahar, c'est apparemment l'enterrement en général qui est pointé du doigt par les autorités comme une pratique problématique. Un article de journal posté en mai 2014 sur le site du journal sonin.mn, un journal en ligne, rapportait le calcul fait par je cite, un expert en aménagement urbain et en gestion des déchets, rattaché à la mairie. Il dit « 16 000 personnes meurent chaque année en Mongolie, dont 6 500 à 7 500 à Oulan-Bator seulement. Parmi celles-ci, plus de la moitié sont enterrées, ce qui signifie, selon lui, que 50 à 70 hectares de terrain doivent être alloués chaque année aux morts. » Petite parenthèse, le calcul semble un petit peu exagéré, parce que ça implique qu'il y aurait 15 mètres carrés par tombe, ce qui est largement supérieur à ce qu'on voit dans les cimetières. Mais à l'heure où les vivants eux-mêmes peinent à trouver de la place pour s'installer à Oulan-Bator, les morts semblent donc faire de la concurrence déloyale. Et continuer à consacrer autant d'espace aux morts semble illogique, irrationnel, quant à la gestion moderne et écologique de l'aménagement urbain. Ainsi, l'enterrement est pointé du doigt comme un problème en soi, une mauvaise pratique qui sape le rapport des Mongols à leur territoire et du coup les fondements même de la société mongole. La journaliste le dit en une phrase qui semble bien résumer le sentiment des autorités, je cite, « L'enterrement pollue l'environnement et a une mauvaise influence sur la tranquillité et le confort des vivants. » À cet égard, dès lors, l'attitude des autorités et de ce qu'on pourrait appeler la société civile vis-à-vis de l'enterrement aujourd'hui est tout à fait comparable à celle des réformateurs des années 50 vis-à-vis du dépôt des morts à même le sol. Le préambule de l'arrêté ministériel de 1955 disait précisément, à propos de cette pratique, je cite, « Un rituel consistant à abandonner ses morts à l'air libre et à les donner à manger aux chiens et aux oiseaux n'incite pas à respecter ses proches et engendre des dispositions dédaigneuses. » Donc on voit la symétrie, les deux qualifications sont presque interchangeables. Le rapport au territoire qu'implique chacune des pratiques est jugé à deux époques différentes, nuire au lien social entre les vivants. Et alors que c'est l'enterrement qui, dans les années 50, représentait la manière moderne de traiter les morts, c'est la crémation, en 2014, qui tient ce rôle. Les critères de modernité ont un peu changé depuis les années 50. Si la crémation, aujourd'hui, est moderne, c'est pas seulement qu'elle est digne, c'est avant tout, comme je l'ai évoqué, qu'elle est écologique. C'est du moins comme ça qu'elle est présentée par l'organe principal des pompes funèbres du pays, la société Bouyan. Alors, je dois dire un mot de la société Bouyan assez rapidement, puisque depuis les années 50, c'est, si je puis dire, le bras armé de la politique funéraire de l'État mongol. Et elle a donc joué un rôle de premier plan en tant qu'institution dans le spectaculaire revirement de l'enterrement à la crémation. Bouyan a été créée par le même arrêté ministériel de 1955 qui a imposé l'enterrement à toute la population, et elle est devenue une société privée à partir de 2004, après avoir été déclarée société nationale en 1992 au moment de la transition. Elle travaille toujours toutefois en partenariat étroit avec l'État, et depuis 2004 précisément, elle s'est spécialisée dans la crémation, même si officiellement, elle encadre encore aussi l'enterrement. Notamment, elle délivre les permis dont les familles endeuillées ont besoin pour enterrer leurs défunts dans tel ou tel cimetière de la capitale.
Malgré ça, c'est vraiment autour de la crémation qu'elle concentre sa communication et ses activités. Elle a notamment fait construire en 2004 et en 2006 2 crématoriums à l'entrée de la ville. Et si vous visitez leur site, pour ceux qui lisent le mongol, quasiment aucune mention n'y est faite de l'installation dans la terre, c'est-à-dire l'enterrement, sauf pour dire que c'est une pratique qui a été imposée de force par le gouvernement lorsque la Mongolie était une société fermée, et qui maintenant pose des problèmes environnementaux. À l'heure actuelle, donc, environ 44% des morts en Mongolie sont incinérés. Et même si le gouvernement, comme la société bouillane, aimerait voir ce chiffre augmenter, ils n'y peuvent rien du tout. Même s'ils parvenaient à convaincre la population elle-même de l'importance de cette pratique et des problèmes posés par l'enterrement. En effet, le mode de traitement des morts est décidé au moment des funérailles par un représentant du clergé bouddhique, lors d'un rituel appelé « ouvrir le récipient doré ». Altansa Nesh. Le bouddhisme Gelugpa est toujours la religion majoritaire en Mongolie après avoir subi les effets de la politique anti-religieuse du gouvernement socialiste. Et elle s'est réimposée dans les années 1990 comme l'institution de référence pour l'encadrement des rituels d'affliction et de cycle de vie de la population mongole. Bien qu'elle soit aujourd'hui concurrencée par le chamanisme dans certains domaines de la vie sociale, notamment pour les rituels d'affliction, elle garde l'emprise sur l'organisation des rituels funéraires et notamment sur le choix du mode de traitement du cadavre. Le rituel consiste assez simplement, de manière très peu spectaculaire, le rituel d'ouverture du récipient doré, en une séance de divination. Ouvrir le récipient doré se fait à l'aide d'un livre, c'est le livre en question, qui est le récipient doré, qu'on ouvre. Et l'ouverture de ce livre permet de calculer, selon des méthodes astrologiques, toutes les circonstances qui entourent un décès. Sa cause, les personnes qui peuvent prendre part aux funérailles, les couleurs qu'il convient ou non d'employer, les prières à faire lire au monastère pour compenser les effets néfastes de la mort, et donc la manière dont il convient de traiter le cadavre. Depuis la fin du monopole d'État sur le choix du traitement des morts, qui avait imposé l'enterrement comme seule forme possible, les familles peuvent en effet opter, selon ce que prescrira le moine astrologue, pour d'autres modalités. L'incinération, comme on l'a vu, mais aussi le dépôt des morts à même le sol, qui est de nouveau officiellement admis et pratiqué, non seulement dans les régions rurales, mais aussi en ville. Des espaces spéciaux ont été ménagés par la mairie de la ville pour permettre que cette pratique soit réalisée. Mais visiblement, des morts sont déposés à différents endroits, et notamment dans les cimetières ou sur les rares pentes encore disponibles des montagnes qui entourent la ville. L'expert de la mairie interrogé dans le journal s'émeut, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas, je cite, de réglementation unifiée concernant le traitement des morts. Et en effet, étant donné que n'importe quel moine plus ou moins ordonné, plus ou moins rattaché à la hiérarchie ecclésiastique peut ouvrir le récipient doré, il existe une grande variabilité de manières de déposer les morts en Mongolie aujourd'hui. Non seulement ils peuvent être incinérés, enterrés ou déposés, mais dans chacun des cas, ils peuvent l'être différemment. Leurs cendres peuvent être installées dans des stupas mis à disposition par les crématoriums, des monuments, j'en ai une photo après, on n'en voit pas là, c'est derrière. Ou récupérés par la famille. S'ils sont enterrés, ils peuvent l'être dans des cimetières ou non, et s'ils sont déposés à même le sol, l'État a très peu de visibilité sur la manière dont ils le sont. Alors qu'il y a 6 cimetières officiels autour de la ville, la mairie a dénombré pas moins d'une vingtaine de sites funéraires plus ou moins éloignés des habitations. Les rituels funéraires mongols se caractérisent donc, j'espère que c'est clair maintenant, par une extrême variabilité et même, ce qui est plus intéressant, par une très grande plasticité. Non seulement la population n'a pas grand mal à changer ses pratiques dans le temps, adopter l'enterrement ne semble pas poser plus de problèmes qu'adopter la crémation, mais en outre, elle n'a aucun problème à laisser coexister plusieurs pratiques à une même époque. C'est une des choses qui avait beaucoup choqué les réformateurs dans les années 50. Non seulement laisser dévorer les morts par les animaux était considéré comme indigne, mais en plus, il n'y avait pas de réglementation unifiée des pratiques. C'est exactement le même mot qui est utilisé. Non seulement elles étaient trop variables, mais surtout, leur variabilité marquait une différence indue entre différents types de personnes. C'est ce qui était jugé par les réformateurs. En effet, les auteurs des décrets insistent sur le fait que seuls les gens du commun étaient soumis à la pratique indigne de dépôt à même le sol. Les membres de l'aristocratie, avant qu'ils soient décapités littéralement et au sens figuré par l'État socialiste, les membres de l'aristocratie, pour leur part, étaient installés dans les mausolées, ce qu'ils faisaient garder jour et nuit par des cerfs. Les lamas de haut rang, pour leur part, étaient incinérés et leurs reliques étaient vénérées dans de grands monuments, appelés en mongol sorak,
mais mieux connu en français sous le nom tibétain stupa. L'enterrement, de la même manière que la crémation aujourd'hui, n'était donc pas seulement censé remplacer une pratique indue par une pratique plus moderne. L'enterrement, comme la crémation aujourd'hui, est censé permettre d'unifier les pratiques et de les placer uniformément sous le regard et le contrôle de l'État. Et en effet, les pratiques mongoles du tournant du XXe siècle étaient sujettes à une extraordinaire, encore plus que maintenant, variabilité. Si on fouille un peu dans les sources, on constate que le simple modèle tripartite dénoncé par les réformateurs communistes est très loin de faire justice à la multiplicité des options disponibles pour doter les morts d'une sépulture en Mongolie à cette époque. Les aristocrates, pour commencer, disposaient de différents types de sépultures, et aucune ne consistait à proprement parler en un enterrement, contrairement à ce que prétendent les réformateurs. On sait qu'ils pouvaient être installés dans des cercueils de rondins, posés sur le sol, et eux-mêmes protégés par des cabanes en bois, placées sur le sommet de certaines montagnes. En contraste très frappant avec les morts déposés sur le sol, leurs dépouilles étaient conservées dans du sel et du genièvre. Vraiment la conservation de l'identité, de l'intégrité, non seulement des os, mais aussi de la chair. Mais le père Évariste Huc, HUC, qui voyage en Mongolie au milieu du XIXe siècle, rapporte aussi qu'il pouvait être installé, je cite, dans un vaste édifice construit en briques et richement orné. Ces édifices étaient accompagnés de différentes offrandes, enfin les morts plutôt, étaient accompagnés de différentes offrandes, et même d'esclaves, choisis pour leur beauté, et qu'on tuait en leur faisant avaler du mercure, avant de les placer aux côtés de leur maître. Le mercure, c'était pour permettre, selon Perruque, qu'ils gardent les joues roses, en fait, et qu'ils aient l'apparence de la vie. Le Perruque insiste aussi sur le fait que les pratiques funéraires mongoles sont avant tout variables. Certes, les moines bouddhistes, ou du moins ceux de haut rang, sont incinérés, mais cela ne leur est pas du tout exclusif. Ceux qu'il appelle les riches tartares peuvent aussi être incinérés. Pour le reste de la population, et peut-être pour les moines pauvres, il existe une variété d'options. Un voyageur russe, qui traverse le pays quelques années après le père Huc, qui s'appelle Alexei Pozneyev, affirme qu'il y a théoriquement autant de types de traitement de défunts qu'il y a d'éléments dans l'astrologie tibéto-mongole. Selon l'année de naissance et d'autres conditions cosmiques déterminées par l'ouverture du récipient doré, il peut être prescrit par l'astrologue que le corps soit rendu à la terre, en étant enterré, rendu au feu, en étant incinéré, au bois, en étant placé sur un arbre, à l'air, en étant déposé sur le sol, ou à l'eau, en étant jeté dans une rivière, ce qui semblerait un anathème en Mongolie aujourd'hui. De manière plus réaliste, toutefois, Pozneyev indique que les Mongols, la plupart du temps, déposaient les morts sur le sol, mais qu'occasionnellement, ils les enterraient ou les incinéraient si les conditions astrologiques l'exigeaient. Il restait néanmoins possible de rendre le corps à l'eau en déposant sur un sol boueux ou en versant de grandes quantités d'eau dessus au moment de son installation à l'air libre. Quoi qu'il en soit de la fréquence de son usage, il est tout à fait clair que l'inhumation était pratiquée en Mongolie avant 1955, puisque le cimetière de Dalan-Nahar, précisément, premier cimetière de la Réforme, existait déjà depuis 1927, ce qu'on apprend dans les sources. Et il était connu sous un nom bouddhique, Sambalkunde, ce qui indique son usage dans le cadre donc, du cérémonial bouddhique. Sa fondation comme cimetière du socialisme était en fait une refondation. Il est tout à fait clair, par ailleurs, qu'il existait la possibilité d'offrir aux morts, éventuellement, des secondes funérailles. Ce n'était pas du tout systématique, mais là encore, c'était une option. Isabelle Charleux, anthropologue, historienne de l'art, a montré récemment que certaines familles mongoles recueillaient les restes de la dépouille de leurs parents défunts et les portaient sur leur dos jusqu'à la terre sainte de la montagne du Wutawishan, dans l'actuelle Mongolie intérieure, pour les y enterrer. Pour finir, le père Huc rapporte aussi que les Mongols vivant dans les zones frontalières étaient tout à fait enclins à adopter les pratiques funéraires de leurs voisins étrangers, en particulier des Chinois. Là encore, pas pour remplacer les autres modes de cimetière, mais pour ajouter une option au répertoire déjà foisonnant de types de protocoles possibles. On comprend le désarroi des représentants de l'État et leur volonté de mettre de l'ordre dans tout ça, si je puis dire, pour fixer les morts en une certaine place, en les soumettant à un protocole unifié, totalisant et contrôlé. Mais on mesure aussi l'ampleur du désaccord entre cet État centralisé aux velléités modernistes et la population, urbaine comme rurale, qui jusqu'à aujourd'hui fait proliférer les pratiques. Il semble ressortir assez clairement que la place des morts pour la population mongole, pour les sujets visiblement récalcitrants de cet État modernisateur, la place des morts est tout sauf un lieu fixe. Je dirais même plus,
le bon placement des morts semble précisément dépendre de la disponibilité d'une vaste variété de protocoles. La multiplicité des protocoles, la possibilité d'inhumer, de déposer, d'incinérer, de recueillir les restes, etc., et de le faire dans une multiplicité de lieux possibles, et pas seulement dans ceux qu'une institution étatique ou ecclésiastique aurait fixés à l'avance, cette multiplicité permet de choisir à chaque fois la solution précise qui correspond exactement, qui répond exactement à une situation donnée. La variété des protocoles funéraires possibles, autrement dit, et vous voyez sûrement déjà où je veux en venir, est une émanation directe du régime profondément analogiste qui caractérise ce qu'on pourrait appeler, après Philippe d'Escola, l'ontologie des peuples mongols. Certes, cette modalité ontologique que Philippe d'Escola a nommée l'analogisme regroupe à travers le monde un assez grand nombre de collectifs, à première vue assez différents. Le régime analogiste semble des quatre que distingue Philippe le moins discriminant. Il est probablement plus facile, en tant que collectif, de se faire reconnaître comme analogiste, si on veut, que comme animiste, naturaliste ou totémiste. Le coût d'entrée est moins élevé que dans les trois autres. Mais ce qui est clair, ce qui apparaît déjà de manière très convaincante dans Par-delà nature et culture, c'est que cette ontologie caractérise particulièrement bien le cas mongol. Je n'ai probablement pas besoin de rappeler ici, mais l'ontologie analogiste, c'est celle qui fait proliférer les petites différences. Celle dont les représentants se voient toujours obligés de trouver des concordances, de faire coïncider des éléments du cosmos qui se caractérisent toujours, avant tout, par leur singularité profonde, irréductible. En régime analogiste, les humains tracent des chemins dans ce cosmos de singularité en établissant des liens d'analogie plus ou moins stables qui ne sont jamais donnés comme tels. Ils supposent toujours un travail de composition, susceptible d'assembler la multiplicité des unions écrasées du cosmos en des ensembles cohérents, justes. C'est de la justesse de ces assemblages que dépend la fortune de chaque personne. Le concept mongol de fortune, shishik, est central à l'être au monde des Mongols, que ce soit en ville ou en milieu rural, que les gens soient pasteurs nomades ou entrepreneurs. Ils sont tous très soucieux de leur fortune, shishik, dont dépend en fait toute activité prospère. Et justement, cette fortune dépend d'un positionnement propice par rapport à ce qui est conçu comme des flux de cosmos, en fait, qui le composent et qui doivent être judicieusement assemblés, selon leur qualité propre qu'il faut savoir reconnaître, justement. Et c'est tout le travail des spécialistes, notamment des astrologues, que de savoir reconnaître les qualités propres de tous les éléments du monde pour pouvoir les assembler, justement, d'une manière propice. Cela nécessite, comme l'indique Philippe d'Escola, des principes totalisateurs, qui sont souvent des institutions englobantes, des rois, des églises, etc. Cela, j'ajouterais, nécessite aussi ce qu'on pourrait appeler, d'après Lévi-Strauss, des opérateurs. À la manière des opérateurs totémiques dont il parle, des opérateurs qui permettent, à la manière des opérateurs totémiques dont il parle, qui permettent de composer le monde en transformant un registre naturel, en l'occurrence, en un autre culturel, l'opérateur analogique, cette fois, est le dispositif par lequel les concordances entre les singularités du monde peuvent être composées en fonction de chaque situation. L'Église bouddhique, en tant que principe totalisateur, s'est faite une spécialité de produire des opérateurs analogiques d'un grand raffinement. On en trouvera un exemple dans un article récent que Caroline Humphrey a publié dans l'Homme, et qui décrit notamment le dispositif de comparaison en 5 couleurs et 4 populations étrangères, élaboré par un intellectuel bouddhiste au XVIIIe siècle, une réincarnation d'un fondateur du monastère de Mergen-Gegen. Toutes les réincarnations s'appellent Mergen-Gegen, donc lui aussi, mais c'est, je ne me souviens plus combienième, le 5e, un truc comme ça. Donc ce dispositif de comparaison qui permet d'ordonner, selon des calculs complexes, la diversité des éléments du cosmos, ce que Caroline Humphrey appelle le champ de contradiction, caractéristique du régime analogiste. C'est cet opérateur, le système des 5 couleurs et des 4 populations étrangères, qui permet de trouver la réponse juste dans l'association de singularités potentiellement contradictoires, et qui, justement, doivent être mises en concordance, mises en compatibilité. De la même manière, la place des morts en Mongolie ne correspond pas à un lieu et un protocole unique. Au contraire, c'est chaque fois le résultat non réplicable du travail d'assemblage de l'opérateur analogique qu'est le récipient doré, en tant que technologie de divination.
Le récipient doré permet précisément de calculer et de composer les singularités propres à chaque situation. L'heure de la mort, l'identité du défunt, son année de naissance, ses causes, le positionnement des planètes à ce moment-là, etc., etc., etc. Si justement le calcul est complexe, c'est que les variables sont quasiment infinies. Le récipient doré permet donc de calculer et de composer les singularités propres à chaque situation. Il permet d'accorder les différences minuscules du cosmos. Le bon lieu, le bon protocole funéraire, c'est celui qui permettra de trouver, pour une fois, de manière non réplicable, la bonne concordance entre les singularités astrologiques particulières à la situation précise. Le désaccord sur la place des morts est donc probablement un désaccord profondément ontologique. Entre les velléités modernistes d'un État centralisé, qui veut fixer la place des morts dans une culture bien séparée du désordre de la nature, c'est très clair dans les années 50, et ça reste clair dans les prétentions écologiques de l'imposition de la crémation, les enjeux écologiques de l'imposition de la crémation. Donc entre cet État centralisé et moderniste d'une part, et d'autre part, une population plus ou moins sensible à la simplicité apparente de cette solution, qui tend de manière très stable à aménager au contraire une multiplicité d'options possibles permettant de s'adapter aux états changeants du cosmos. En régime analogique, autrement dit, la place des morts est plastique. Elle ne peut être fixée une fois pour toutes. Cela ne signifie pas qu'elle est flottante. Au contraire, il n'y a à chaque fois qu'une seule bonne réponse juste face à la complexité d'une situation donnée. La richesse du répertoire pratique permet de s'assurer qu'elle sera effectivement disponible. Et une petite note, il y a toujours la possibilité de diversifier les réponses possibles quand le répertoire est appauvri. C'est-à-dire que quand il n'y avait que l'enterrement comme manière possible de traiter les morts, on ajoutait tout un tas de petits éléments dans la tombe, notamment des figurines, c'est décrit par Caroline Humphrey dans les années 80, qui permettaient justement de modaliser l'enterrement. Donc on pouvait enterrer de différentes manières, même si on était tout le temps obligé de placer le mort dans le cercueil. Mais alors, est-ce que cette plasticité est vraiment absolue? Est-ce que n'importe quel traitement des morts, n'importe quelle localisation du cadavre, n'importe quelle forme de sépulture pourrait convenir? Précisément non, puisqu'il y en a certaines que le gouvernement mongol n'est jamais parvenu à imposer. En effet, si l'enterrement en cimetière est plutôt bien passé, on pourrait dire, le regroupement des tombes dans des cimetières fermés n'a jamais vraiment pu être adopté. En fait, ce que je voudrais montrer dans le temps qui me reste, c'est que l'ensemble des pratiques funéraires mongoles possibles, malgré leur diversité et leur hétérogénéité apparente, est sous-tendu par un principe commun. Je voudrais montrer, en outre, que ce principe commun correspond à un certain mode de territorialisation des collectifs, qui est partie prenante d'une certaine manière d'habiter l'espace, propre au peuple mongol. Ce que je veux montrer, autrement dit, c'est qu'outre le régime ontologique analogiste qu'ils illustrent, les protocoles funéraires mongols, les types particuliers de sépulture qu'ils impliquent, mettent en jeu une certaine géographie. Cela se voit assez clairement dans la forme que les cimetières ont pris effectivement, c'est-à-dire contre les injonctions des arrêtés, forme qui semble aujourd'hui si choquante. Comme je le disais au début, les cimetières se sont étendus comme des taches d'huile sur les pentes sud des montagnes qui entourent la capitale, et ils se sont développés de la même manière en bordure de toutes les agglomérations du pays. Ce que les Mongols ont refusé par la pratique, ce n'est donc pas l'enterrement, mais la forme d'un cimetière clos dans lequel les morts seraient répartis. Ce qu'ils ont imposé, en revanche, c'est un cimetière ouvert dans lequel chaque tombe se trouve progressivement avalée, submergée, si l'on veut, dans le flot des suivantes. À mesure que chaque tombe est ajoutée en bordure des autres, il se forme un espace compact au sein duquel il devient parfaitement impossible de circuler et au sein duquel plus aucune tombe n'est plus discernable. Force est de constater, autrement dit, que les cimetières sont devenus de fantastiques machines à perdre les tombes. Après quelques années, il devient proprement impossible de retrouver une tombe qu'on y a installée, tant la morphologie de son environnement a changé, et tant chaque tombe tend rapidement à se confondre avec la masse de ses voisines.
Alors j'ai eu l'occasion d'accompagner une famille sur la tombe d'un parent, donc il voulait faire des opérations sur cette tombe, et notamment la réparer. Ils avaient le sentiment que la tombe était cassée, ce qui effectivement était probable. Elle datait d'une dizaine d'années. Et donc je les ai accompagnés dans le cimetière de Bayen-Rochou d'ailleurs, c'était celui-ci, pour aller retrouver la sépulture. Et c'était quasiment impossible. Elle se souvenait à peu près de l'endroit où elle était, mais on a passé une bonne vingtaine de minutes à circuler entre les tombes, essayant plus ou moins de ne pas les enjamber, parce que c'est une grande source de pollution en Mongolie, pour essayer de se souvenir où était cette tombe par rapport à laquelle autre elle était placée, ce qui évidemment était devenu complètement impossible étant donné la configuration de ces cimetières. Vous imaginez retrouver une tombe ici, quoi. Hein. Finalement, la famille s'est décidée sur une tombe qu'ils avaient évacuée au départ, en disant, bon, a priori c'est celle-ci, réparons-la et on verra, quoi. On verra si les problèmes cessent. Parce que, évidemment, la seule raison pour laquelle on puisse revenir sur une tombe, c'est pas du tout pour célébrer le souvenir d'un mort, mais c'est pour réétablir son oubli, en fait. C'est-à-dire que c'est pour contrer des rêves de mort. Quand les morts reviennent dans les rêves des vivants, c'est qu'il y a un problème. Le problème peut être un problème de sépulture. Et je crois qu'entre autres, là, le rêve était un rêve de sépulture. Donc, l'enjeu de retourner sur la tombe, c'est pas d'entretenir la mémoire d'un mort localisé, c'est au contraire de réaffirmer la nécessité de l'oublier. Et même si des familles singulières, originales, voulaient absolument revenir sur la tombe de leurs parents chaque année, ben, ils auraient le plus grand mal à justement circuler entre les tombes. Il n'y a pas de chemin. Et justement, la configuration des cimetières semble faite de manière à ne laisser aucun passage vers les tombes individuelles au sein de celui-ci. Le cimetière, en tant que sépulture, semble faire disparaître le défunt dans un espace au sein duquel il n'est plus attaché à un lieu fixe. Et à cet égard, on ne peut qu'être frappé par la similitude entre ce que le cimetière fait du corps du mort en ville et ce que le dépôt, à même le sol, fait des morts en milieu rural. Le mort qui est déposé sur le sol en milieu rural a lui aussi pour vocation de disparaître au sein de l'espace dans lequel il est installé, au-delà du lieu précis où il a été déposé. Donc là, vous avez deux pierre marque, c'est assez rare, mais il y a des espaces particuliers, je ne rentre pas dans les détails, on pourra revenir là-dessus, c'est très intéressant, mais il y a des espaces particuliers dans les montagnes du nord-ouest du pays où j'ai travaillé, des espaces particuliers où plusieurs morts peuvent être déposés sur le sol au même endroit. Même quand ils sont regroupés, encore une fois, ils ne sont pas identifiés individuellement et attachés à un lieu où ils ont été déposés. La seule marque qui reste après leur dépôt, c'est ce que les Mongols appellent pierre-signe, temdek-chulu, qui est justement un signe très ambigu, puisqu'il signale seulement, de manière très discrète, la vocation funéraire du lieu. C'est juste une pierre un petit peu bizarre parmi les autres, parce qu'elle semble avoir été placée là, en fait. Et on remarque des pierres, on est censé pouvoir remarquer des pierres qui ont été installées, même si aucune autre marque ne permet de l'identifier comme sépulture. Et d'ailleurs, j'ai exactement la même anecdote pour avoir accompagné une famille sur une sépulture sur laquelle ils voulaient faire un rituel. Exactement la même anecdote, je crois que c'était à cet endroit-là, où la famille est arrivée avec l'idée, bon, c'était une pierre qui avait à peu près cet aspect-là, et elle était située à côté d'une autre pierre qui avait à peu près cet aspect-là. Ils sont arrivés à l'endroit supposé, et on circulait au sein de cet endroit pour essayer de retrouver le lieu, et on finit par choisir, mais presque arbitrairement, une des pierres qu'ils avaient commencé par évacuer, en disant non, c'est pas celle-là, ça doit être une autre, et puis finalement ils sont revenus à cette pierre en disant oui, bon, bah, en fait ça doit être celle-là, et ils ont fait le rituel à cet endroit. C'était un rituel assez différent, pour le coup, et c'était un rituel tout aussi exceptionnel, mais où là, par contre, une famille, et c'est ça dont je vais parler dans la suite dans la fin de cette communication, c'est une famille qui voulait réétablir des droits territoriaux, justement. Des droits territoriaux, pas sur ce lieu en particulier, mais sur l'espace
de résidence que forment les montagnes, sur le pays de Jarjira, d'une manière générale, au sein duquel ce lieu se trouvait. Donc c'est assez rare, la plupart des gens n'ont pas besoin de le faire. S'ils avaient besoin de le faire, c'était que justement leur lien à ce terroir, à ce notak, la notion dont je vais parler, n'était pas évident. Et donc le réaffirmer par un rituel, ça permettait de le rendre explicite pour tout le monde, en disant « nos morts sont dans ce notak ». Mais, pour en finir avec le cimetière, c'est ainsi qu'il faut comprendre la forme particulière qu'ils prennent en Mongolie, les cimetières. La population les a adoptés sans problème, mais à condition de leur faire la même chose pour les morts que le dépôt à même le sol. Ce que le dépôt des morts sur le sol fait par dispersion, le cimetière le fait par submersion. Dans chaque cas, toutefois, la sépulture fonctionne comme un dispositif de déterritorialisation par lequel le mort se voit précisément détaché du lieu particulier dans lequel il a été installé. Par rapport à la sépulture malgache, donc, et surtout par rapport à la sépulture grecque version Fustel de Coulanges, qui est en fait probablement davantage une sépulture européenne du XIXe siècle, la sépulture mongole se présente comme un dispositif de déterritorialisation qui détache le défunt du lieu où il a été déposé. C'est du moins ce que j'ai longtemps pensé. Mais je pense que c'est une erreur de s'arrêter là et d'affirmer que la vocation de la sépulture n'est que de déterritorialiser le mort. Comme l'indique justement Deleuze et Guattari, dans Mille plateaux, si je me souviens bien, les dispositifs de déterritorialisation caractéristiques des processus de territorialisation impliquent, appellent même, des dispositifs complémentaires de reterritorialisation. Déterritorialisation et reterritorialisation sont les deux faces d'un même processus de territorialisation. Le traitement des morts ne fait pas exception et nous donne dès lors accès à ce qui semble être un mode spécifique de territorialisation des peuples mongols. Les sépultures qui plaisent aux Mongols, si je puis dire, sont celles qui permettent de déterritorialiser les morts d'un lieu particulier pour les reterritorialiser dans l'ensemble d'un espace donné. Cet espace, c'est en premier lieu celui du notak. Alors, il faut quand même que je l'écrive. Le concept de notak est incontournable, et malheureusement on va pouvoir que l'effleurer, est incontournable pour comprendre le rapport des Mongols à la terre, car c'est l'unité de référence dans leur inscription au sein d'un espace. Le notak, c'est le pays, si on veut, au sens français rural, qui est toujours plus ou moins le pays natal. Les Mongols célèbrent en toute occasion leur attachement fondamental à leur notak. Ils le célèbrent par de la poésie, par des chants, par des rêveries au quotidien. Il est rare qu'on boive ensemble, collectivement, sans évoquer son notak. Donc, il y a un livre récent de Laurent Legrain, qui s'appelle « Chanter, s'attacher, transmettre », qui est paru en 2014, qui étudie très bien justement cette figure du notak dans les chants mongols, mais plus généralement dans la communication. Et il a une très belle idée que je dirai plus tard, parce que le notak, justement, dans ses chants et dans les conversations communes, et surtout en lien avec la consommation d'alcool, est toujours lié à la nostalgie, en fait. Le rapport affectif caractéristique au notak, au pays, c'est un rapport de nostalgie. Et je reviendrai sur la cause de ça dans un petit moment. Mais en un mot, en contexte rural, et surtout en contexte nomade, le notak, c'est l'unité de résidence. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des lieux à travers lesquels un foyer se déplacera lors de son itinéraire saisonnier. C'est, si vous voulez, l'extension maximale de l'espace de résidence. C'est l'espace au sein duquel vous êtes né, l'espace au sein duquel vos animaux de troupeau paissent, et votre point d'accroche cosmique, d'une certaine manière. C'est le centre de l'univers, de chaque individu. Sortir de son notak, c'est s'exposer, on pourrait dire, à la contradiction des choses. La grammaire des analogies, en contexte mongol, est toujours plus compliquée lorsqu'on remet en question ce qui doit rester une association fondamentale, la base de toute autre analogie, celle d'un homme, principalement d'un homme, et de son foyer, et de son notak. Un notak, c'est donc un assemblage d'humains et de non-humains, on pourrait dire un agencement, avec Deleuze et Guattari, justement. Il est fait de certains lieux, souvent organisés autour d'une rivière, dont on est censé reconnaître le bruit entre toutes, Laurent Legrain en parle, justement, le son de la rivière et le lien d'un homme à son univers, et il est surplombé d'un sommet. Il se compose en outre de certains animaux, les uns élevés, sous la responsabilité des maîtres humains,
et les autres chassés, qui sont sous la responsabilité des maîtres invisibles, les esprits. En fait, les animaux chassés par les humains sont le bétail des maîtres invisibles, des esprits, qui sont appelés maîtres des lieux. Ces maîtres des lieux, ce sont les vrais maîtres des lieux, littéralement. C'est ainsi qu'ils sont nommés en mongol, Khazarieten, et on leur fait des offrandes pour garantir une bonne intelligence de relation par l'intermédiaire de cairns, des tas de pierres qui sont situés sur le sommet des montagnes. Si vous avez vu des documentaires sur la Mongolie, vous aurez sûrement vu des cairns. C'est entouré justement de tissus chatoyants, bleus et tout ça, qui sont tout autant d'offrandes pour respecter les maîtres des lieux. L'éthique de l'habitation du Notak, c'est en fait, elle tourne autour du respect des maîtres des lieux. Et respecter les maîtres des lieux, c'est avant tout ne pas outrepasser ces prérogatives d'invité. Parce qu'en effet, si l'homme est maître au sein de sa yourte, et si l'homme est maître de son troupeau, il ne pensera jamais, il n'ira jamais prétendre qu'il est maître au-delà de ça. Et le vrai maître du Notak, au sein duquel les hommes sont des simples invités, ce sont justement ces maîtres esprits, ces maîtres des lieux. En tant qu'assemblage, justement, en tant qu'agencement, le Notak n'est jamais complet. Et c'est justement pour ça que la relation affective caractéristique vis-à-vis du Notak, c'est une relation de nostalgie. En fait, comme un Notak, c'est un ensemble de personnes, d'animaux, de lieux, on ne peut jamais tous les avoir en même temps. Et c'est la remarque très judicieuse de Laurent Legrain, qui dit que la relation au Notak est avant tout une relation caractérisée par le manque. Il en manque toujours une partie. Et on est toujours en train d'aspirer à une totalité qui n'est jamais atteignable, qui est aussi intéressant en régime analogique, évidemment. Le dépôt des morts à même le sol permet, de manière exemplaire, de reterritorialiser les morts dans l'ensemble de Notak, justement. Pas seulement parce que les cadavres sont dispersés, qu'ils perdent leur attachement à un lieu en particulier pour se rendre dans l'ensemble du pays, mais parce qu'il est dispersé, le cadavre, par le Notak lui-même, les animaux et les intempéries. Même plus. J'ai appris récemment, parce que j'étais en fait obsédé par l'idée qu'il pouvait y avoir des secondes funérailles en milieu rural, en fait. J'avais l'impression qu'on ne me disait pas tout, notamment parce que là, dans ces lieux-là, vous avez potentiellement une 25 personnes qui ont été installées dans les 10 dernières années. Ce qui est beaucoup. Et ce qui est beaucoup au regard des restes qu'on y trouve. On trouve très peu d'ossements, en fait. Et j'avais l'idée, finalement, que si les cadavres étaient dispersés, on devrait trouver beaucoup plus de restes humains dans les montagnes. Et donc, la dernière fois, lors de mon dernier terrain, j'ai finalement osé confronter mes amis les plus proches en disant « Bon, dites-moi, s'il vous plaît, maintenant, dites-moi si les restes sont récupérés après et pourquoi on n'en trouve pas. » Ils me disent bah, « Est-ce que tu trouves, toi, des restes de moutons ou de chèvres ?» On trouve effectivement des restes de chevaux, on trouve des restes de chameaux, on ne trouve pas de restes de moutons et de chèvres. Donc si on ne trouve pas de restes humains, c'est qu'ils sont justement suffisamment légers pour être emportés. Et les vautours, où ils les emportent précisément au sommet. Donc, les vautours sont des médiateurs fantastiques de la reterritorialisation des morts dans l'ensemble du Notak, en les emmenant sur le sommet surplombant qui, justement, domine l'ensemble de l'espace de résidence. Il n'est pas seulement dispersé horizontalement, il est reterritorialisé verticalement. Par le Notak lui-même, encore une fois. La manière dont la sépulture est censée fonctionner comme dispositif se détecte dans l'étymologie des deux termes, utilisés pour dire placer un mort. Les deux termes en mongol sont orshulach et notaklolach. Et la solution, si je puis dire, c'est précisément dans la synonymie de ces deux mots que réside la solution de l'énigme de la place des morts. Elle avait toujours été là, en fait, sous mon nez. La place des morts, ce n'est ni plus ni moins que le Notak. Et c'est ce qui est dit dans cette expression étrange utilisée pour dire placer les morts, on pourrait traduire par payser. C'est un verbe qui est formé sur le radical de Notak et qui est ensuite mis au factitif. Donc, la place des morts, c'est le Notak, mais justement, le bon lieu permettant d'accéder à cette place, c'est le bon lieu
c'est celui qui permettra d'accéder à cette place. Autrement dit, le lieu d'installation, OR, donc, et le protocole particulier selon lequel le mort sera installé, sera exactement celui qui permettra d'installer, de réterritorialiser le mort dans l'ensemble de son OTAC. Donc, il y a effectivement une variabilité de lieu et de protocole dans les rituels funéraires mongols, mais cette variabilité est acceptable du moment que l'ensemble de ces protocoles permettent d'établir ce rapport fondamental entre un lieu et le notak. Un rapport, on pourrait dire, d'analogie, un rapport d'inclusion, en tout cas, un rapport métonymique. Le lieu est bon du moment qu'il permet de placer le mort dans l'ensemble de notak. Et n'importe quel lieu, n'importe quel protocole ne peut pas faire ça. Alors évidemment, le cas du cimetière reste un petit peu mystérieux. Le notak, précisément, pourtant, à ce moment-là, ne signifie plus seulement la localité, mais aussi, précisément au moment du socialisme, le notak en vient à signifier le pays dans son ensemble. C'est justement le mouvement sémantique qui se fait avec la création d'un État-nation en Mongolie. Le mot utilisé pour dire nation, pour désigner ce territoire commun, c'est le même mot qui est utilisé assez naturellement pour désigner la localité et l'unité de résidence nomade. Donc, finalement, de la même manière que en milieu rural, les morts en ville sont reterritorialisés dans le notak. Mais ils sont reterritorialisés à partir de l'espace nationalisé du cimetière. Les morts urbains sont reterritorialisés dans le pays, à savoir dans la nation entière. Et ça apparaît assez bien, je ne sais pas si j'en ai encore une, oui, ça apparaît assez bien, et ça explique en fait la présence, que je n'arrivais pas sinon à expliquer, des symboles justement nationaux sur chaque tombe, en fait, et qui font finalement de l'espace du cimetière un espace investi par la nation mongole dans son ensemble. Donc en perdant, en déterritorialisant chaque tombe dans l'espace du cimetière, cette institution, ce lieu, cet espace du cimetière permet de reterritorialiser les morts dans l'ensemble d'une notak de la nation. Alors évidemment, peut-être pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est une solution ambiguë, c'est une solution qui implique justement tout un tas de... C'est un arrangement entre l'imposition du cimetière comme lieu fermé et cette géographie propre et chère aux Mongols. Donc c'est un arrangement, c'est un compromis qui a beaucoup de défauts, et notamment qui a ce défaut qui n'est pas seulement choquant pour l'État, mais qui est choquant aussi pour les populations s'en plaignent, qui est le défaut de la corésidence des morts et des vivants. Les morts du cimetière ne sont pas déterritorialisés pour les familles qui s'installent à côté et qui doivent vivre à côté des tombes. Là, ils vivent vraiment dans un territoire commun avec les morts et pas dans un espace où les morts deviennent coextensifs au notak. Donc c'est pour ça que le cimetière reste quand même un espace assez ambigu et ne fait pas du tout l'unanimité parmi la population. Nombreux sont ceux qui sont tout à fait d'accord pour nettoyer Dalan Nahar. La solution de la crémation, à cet égard, est probablement bien meilleure, en fait. C'est sans doute un compromis bien meilleur entre l'espace urbain et la géographie mongole, puisque là aussi, on a un dispositif très particulier de déterritorialisation, reterritorialisation. Les morts sont installés dans ces stupas, ils y deviennent invisibles, et leur présence n'est indiquée que comme l'un des noms dans une espèce de flot, d'une masse d'autres noms au sein de laquelle ils deviennent quasiment anonymes, en fait. C'est presque aussi dur de retrouver un nom dans cette liste quand la liste s'accumule, quoi, et quand les stupas se multiplient, c'est presque aussi difficile de retrouver un nom dans cette liste quand on ne l'a pas soi-même inscrit que de retrouver une tombe dans un cimetière. Et ça règle tout un tas de problèmes par rapport à la proximité des morts et des vivants
des morts individualisés et localisés, et des vivants et des résidences. Bref. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette manière dont les Mongols se territorialisent par leur mort, en les déterritorialisant du lieu de leur installation pour les reterritorialiser dans l'ensemble de Notak, nous met sur la voie d'un certain rapport à la Terre. Et c'est ce que les anglo-saxons ont appelé landscape, un mode d'inscription dans les lieux et dans l'espace, et que je propose d'appeler géographie pour éviter les problèmes inutiles que pose la notion de paysage, que Philippe Descola a très bien mis en relief dans son travail. Cette géographie tient à l'établissement d'un certain rapport entre les lieux habités et l'espace de Notak, au-delà de la sépulture, donc cette fois-ci. Ce que font les Mongols avec leurs morts est assez emblématique de la manière dont ils habitent leur pays. Et malheureusement, là encore, c'est quelque chose que je peux qu'effleurer, mais qui me semble assez intéressant à envisager en relation avec les morts. Les Mongols, d'une manière générale, s'efforcent, dans leur vie quotidienne, en contexte nomade, d'habiter toujours dans tout le pays, dans tout l'espace du Notak, et ils font ça en niant, par toutes sortes de ruses, qu'ils occupent effectivement des lieux précis au sein de celui-ci. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette obsession qu'ont les pasteurs nomades, qui est réelle, de jamais laisser de traces aux endroits où ils passent, et de même ne pas laisser des traces qui nous sembleraient invisibles, mais qui seraient visibles du point de vue des maîtres des lieux, notamment déplacer les pierres sans raison. Là, c'est quelque chose, les enfants sont toujours grondés quand ils donnent des coups de pied dans les pierres, c'est quelque chose qui est très mal poli, en fait. Si c'est très mal poli, c'est que justement, ça implique une affirmation de maîtrise sur un lieu particulier qui serait modifié, qui serait changé et qui serait revendiqué à travers sa transformation. Et c'est ça, c'est cette attitude dont les pasteurs nomades mongols essaient de se garder dans leur quotidien. De la même manière, ça a des implications aussi quand on va couper du bois. On glane le bois le plus possible. Quand on ne peut pas le glaner, on choisit des arbres dont la disparition ne se remarquera pas trop, en fait. C'est toute une affaire de perception du paysage. On se comporte, autrement dit, l'éthique d'habitation d'un lieu, c'est l'éthique d'un invité bien élevé qui ne dérange pas les lieux où il est passé. Le seul attachement, encore une fois, et le seul lien, qui n'est pas un lien de maîtrise, mais le seul lien d'appartenance que les Mongols revendiquent n'est pas, surtout pas, justement, avec des lieux particuliers, mais avec l'espace en général. Ça implique tout un tas de problèmes, évidemment, parce que quand on vit dans les climats qu'impose la Mongolie, on a besoin quelquefois de revendiquer un lieu particulier, notamment en hiver, on a besoin de se protéger contre les loups. Les chiens sont faits pour ça, et tout ça. Les chiens, on peut se dire, effectivement, sont les marqueurs de territorialité dans des lieux particuliers par excellence. À cet égard, ce qui est très intéressant, c'est justement que les Mongols s'échinent à faire semblant qu'ils n'ont aucun rapport avec leurs chiens et déclinent toute responsabilité de leurs chiens. Ils leur donnent à peine à manger, ils les battent dès qu'ils peuvent, et si les chiens restent, c'est vraiment par bonne volonté, plutôt que par vrai intérêt. Ils n'ont aucun intérêt à rester au campement, les chiens. On se demande pourquoi ils y restent, d'ailleurs. Et c'est justement, on peut aussi interpréter ça comme une ruse de déterritorialisation, c'est-à-dire une manière dont on revendique de se tenir dans tout le pays en même temps, en niant être attaché à un quelconque moment, à un quelconque lieu. Donc, tout ça, c'est une autre question, et on peut revenir là-dessus un petit peu plus tard, je vais conclure bientôt. Mais c'est dans le cadre de cette géographie particulière que les rituels funéraires prennent sens. Les rituels funéraires, en tant que mode de territorialisation, permettent aux Mongols d'habiter simultanément et tout le temps l'ensemble de leur Notak, sans avoir ou sans donner l'air de revendiquer un quelconque lieu au sein de celui-ci. C'est, comme je vous le disais, le fondement de l'éthique des relations avec les maîtres des lieux. Les Mongols se tiennent toujours dans tout l'espace hors de leur yourte. L'espace de la yourte, c'est le seul qui est revendiqué comme maîtrise, c'est justement quelque chose qui se déplace. Et ils s'y tiennent toujours comme des invités plutôt que comme des maîtres en eux-mêmes. Les Mongols appartiennent à leur pays plus que leur pays leur appartient, et c'est une chose qu'ils ne craignent jamais de revendiquer explicitement. Alors, on pourrait, c'est très frappant le contraste entre cette manière d'habiter la Terre
et la manière hachoir d'habiter la Terre. Les Mongols, ils se tiennent toujours dans tout l'espace en même temps. Et on a l'impression que, justement, par contraste, alors que justement l'habitation est aussi un petit peu le centre du monde dans les deux cas, mais c'est le centre d'un monde qui est composé complètement différemment. Les hachoirs, ils entretiennent une multiplicité de relations différentes avec des bouts d'espace, justement socialisés dans la relation avec différents êtres, différents types d'êtres. Les hommes à travers la chasse, les femmes dans leur jardin, les hommes avec les êtres de la rivière, etc. On a l'impression comme ça qu'il y a donc, ce que décrit Philippe Descola, c'est une succession de socialités continues et diverses, avec des morceaux d'espace. En Mongolie, justement, la manière d'habiter l'espace en Mongolie est presque inverse, où on se tient toujours dans tout l'espace en même temps. L'espace, il n'y a pas un régime de relations qu'on aurait avec les rivières, un régime de relations qu'on aurait avec un autre morceau d'espace, et qui serait le fait de socialisation différentes et contrastées. Il y a une opposition symétrique entre l'espace domestique explicitement maîtrisé et l'espace qui entoure, qui est celui des maîtres invisibles et qui est le fait d'une relation unique avec ces entités qui l'administrent dans sa totalité. Pas de figure du continu en Mongolie, donc. Les pasteurs nomades d'Orvut, ceux chez qui j'ai travaillé, n'entretiennent pas des relations avec des morceaux d'espace, mais avec l'espace dans son ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui est rendu par un terme mongol qu'on entend souvent, qui a été souvent traduit improprement par paysage ou nature. Ce terme, c'est bayral. Et c'est un terme formé justement sur la racine être, qu'on pourrait traduire par littéralement ce qui est. Justement, en dehors de la route, tout est uniformément. L'espace de la yourte est le bayral, ce qui est, sans qu'on cherche à effectivement distinguer des registres de relations correspondant à des espaces différents et continus. Donc, pour conclure, j'ai essayé de montrer que la place des morts en Mongolie devait se comprendre à l'aune d'un certain mode de territorialisation. Les différentes sépultures, les multiples sépultures potentiellement utilisées par les Mongols, fonctionnent comme un dispositif de déterritorialisation qui permet de reterritorialiser les morts dans l'ensemble du pays. Ces sépultures permettent l'établissement d'un certain rapport entre lieu et pays, et c'est dans ce rapport que réside le mode de territorialisation des morts, et non dans l'investissement d'un lieu particulier grâce à un protocole unique. Donc rapport analogique, rapport métonymique, comme on l'a vu. Le cas mongol, et c'est par cette ouverture que je conclurai, permet de reconsidérer d'autres types de sépultures aussi, comme des processus de territorialisation fonctionnant sur la base d'une déterritorialisation et reterritorialisation. Si on reprend les exemples par lesquels on a débuté cet exposé, on voit que les sépultures mongoles engagent une reterritorialisation des morts qu'on pourrait qualifier d'extensive. Vous voulez, vous avez l'espace de Notak, l'espace, le foyer qui circule et qui occupe tout l'espace, et la sépulture qui reterritorialise le collectif à travers le défunt dans l'ensemble de Notak. Elle est extensive, surtout si on le compare avec la sépulture grecque, ou plutôt européenne du XIXe siècle, qui engage plutôt une reterritorialisation intensive, celle-là. On a au contraire l'espace, selon Gustave de Coulanges, l'espace approprié, où il y a le lieu du foyer, le lieu du tombeau, et la relation intensive entre les deux, qui permet d'affirmer une propriété. Le cas malgache, il est encore différent, puisque le tombeau engage, là, une reterritorialisation transitive, où les morts reterritorialisent les vivants, dans un autre espace, en référence auquel leur lieu de vie actuel du foyer et tombeau, ou plutôt foyer et sépulture, parce qu'il n'y a pas de tombeau en Mongolie. Donc le cas malgache est encore différent, puisque le tombeau engage une reterritorialisation transitive, les morts reterritorialisent les vivants dans un autre espace, en référence auquel leur lieu de vie actuel est organisé.
Et si je devais me risquer à caractériser le cas hachoir, je dirais qu'il est successif. Les morts masculins, les morts de référence du collectif, sont enterrés sous le tankamash, sous les poteaux centraux, qui est abandonné avec eux, et à la suite duquel, à l'écart duquel, un autre centre cosmique sera essarté. Donc, la déterritorialisation permet une reterritorialisation ailleurs. La géographie propre d'un collectif, ou les géographies propres d'un collectif, car plusieurs entrent parfois en compétition, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais Caroline me ferait la montée dans le cas mongol, et on a pu le vérifier dans l'histoire récente. Donc, les géographies propres d'un collectif ne sont probablement pas exclusives à un régime ontologique donné. Il est bien plus probable, mais cela reste sans doute à démontrer, qu'il existe une certaine grammaire de compatibilité et d'incompatibilité entre ontologie et géographie. Il est bien plus probable, autrement dit, que les modes de territorialisation des morts intensifs, transitifs, extensifs et autres, sans doute, de la même manière que les modes de relation de protection, de prédation, de transmission et autres, se retrouvent préférentiellement dans un régime ou dans un autre. Je vous remercie. Merci Grégory Delaplace pour cet exposé qui est très, très suggestif et qui pose des questions absolument passionnantes. Dans le cours de l'exposé, tu as invité au fond à nous diriger vers certaines de ces questions qui sont des questions comparatives. Le fait d'aborder la territorialité par le traitement des morts est évidemment quelque chose de très tentant. Le cas que d'être parti de la cité antique de Fustel de Coulanges et puis ensuite du cas des Mérinas décrits par Bloch permettait de bien contraster au fond le cas mongol par rapport à ce que tu as appelé là dans ta conclusion un cas de territorialisation, déterritorialisation intensive. Et je suis d'accord avec toi que les modes de rapport à la Terre peuvent au fond connaître des variations internes entre ontologies qui rend difficile une assimilation automatique. Ben, je voudrais t'inviter à poursuivre la comparaison. Dans le cas hachoir que tu as évoqué tout à l'heure, au fond, la préoccupation principale des vivants, c'est de faire disparaître les morts, c'est-à-dire de faire disparaître leurs souvenirs. L'une des choses qu'ils font en particulier, et que Anne-Christine Taylor avait décrit dans un article qui s'appelle « Remembering to Forget », c'est de chanter des invocations aux morts pour que précisément ils ne viennent plus jamais visiter les vivants dans leurs rêves. C'est-à-dire, au fond, cette situation que tu évoquais à propos des morts mongols qui viennent visiter les vivants dans leurs rêves en disant « bon, il faut s'occuper de moi ». Et c'est ce qui incite, par exemple, à aller sur les tombes ou bien sur ces pierres qu'on appelle les pierres cygnes pour faire quelque chose pour que cette disparition soit véritablement conclue, si je puis dire. Dans le cas des hachoirs, dès le départ, on dit « on ne veut plus de vous ici, disparaissez et surtout ne venez plus hanter nos rêves, vous n'êtes plus rien ». Et de sorte que le traitement du cadavre, j'allais dire, est presque secondaire. Ce qui importe, c'est le traitement du souvenir plus que le traitement de la matérialité des corps. Et de ce point de vue-là, ce traitement et du souvenir et de la matérialité des corps n'engage aucune forme de territorialisation ou déterritorialisation. Je m'excuse, je viens à un rhume, mais je m'exprime pas avec une clarté aussi grande que je le souhaiterais. Donc ce mouvement, au fond, il n'est que très... Le rapport au territoire devient très indirect.
l'identification de signes de présence humaine, mais qui ne sont pas liés à la différence des transhumants, si je puis dire, ou des pasteurs, qui ne sont pas interprétés comme des traces de bouleversement, mais comme la présence de morts très anciens et d'une certaine façon dilués. Par exemple, des palmiers dont on sait qu'ils ont été plantés par des humains et qui apparaissent comme ça, 2-3 palmiers au milieu de la forêt. Il y a eu des vivants, il y a eu des morts probablement, mais ça n'en fait pas l'indice d'un territoire vis-à-vis duquel on établit un lien. Alors, la question que je voulais te poser, c'est cette affaire que j'ai trouvée extraordinaire de la reterritorialisation par les vautours. C'est-à-dire, au fond, de confier à des prédateurs qui ont pour mission, au fond, de traiter les morts, de traiter les cadavres, de confier à des prédateurs la dispersion des traces d'une personne humaine à l'intérieur d'un pays. Et c'est quelque chose, évidemment, qui évoque des pratiques qui ne sont pas liées à des collectifs analogistes, mais plutôt à des collectifs animistes. Et c'est quelque chose qui est très commun, alors, non pas, enfin, dans le Grand Nord en particulier, parmi les Inuits, parmi des populations aussi nord-amérindiennes d'Amérique du Nord, et en Sibérie, avec la pratique classique d'exposer les morts en général sur des espèces de plateformes, et dont le motif semble être, dans le cas présent, de retourner aux animaux dont on s'est nourri une partie de la chair qu'on a prélevée chez eux. Donc c'est un retour dans l'échange. Et c'est donc une façon assez différente de procéder, même si superficiellement, l'exposition des morts paraît être semblable. C'est-à-dire on met les morts dehors, puis on attend que les animaux les dispersent. Mais au fond, dans un cas, il y a l'idée que les morts ne doivent pas laisser de traces et qu'il faut laisser à des non-humains la mission de les reterritorialiser, alors que dans le cas peut-être de la Sibérie, en tout cas du Grand Nord, il s'agit au fond de continuer un cycle d'échange dans lequel c'est par les morts notamment, mais par d'autres dispositifs aussi, qu'on vient compenser la viande des animaux que l'on a consommée. Et donc, dans un dispositif, et c'est pour ça que je pense que tu as eu tout à fait raison d'insister à la fin de ton exposé, qui paraît superficiellement semblable, en fait, des ressorts sont à l'œuvre qui sont très différents. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée ? Tout à fait. Oui. Ce qui est crucial dans la modalité funéraire sibérienne par estrade, c'est justement la distinction entre la discrimination vraiment entre la chair et le squelette. C'est-à-dire que l'estrade permet que les oiseaux qui dévorent le cadavre à cet endroit-là s'occupent de récupérer la chair tout en laissant le squelette intègre et en permettant donc, selon Roberta Maillon ou Laurence de la Vie, de perpétuer un lignage justement qui dépend de l'os. Donc de ménager la parenté humaine tout en ménageant justement cet échange avec les non-humains de force vitale qui doit effectivement circuler sous forme de chair, quoi. Ça permet donc de laisser la chair tout en gardant le squelette. Et c'est complètement différent du cas mongol, où là l'enjeu n'est pas tant de nourrir les non-humains que de s'inscrire de façon globale et surtout pas localisée dans l'ensemble d'un espace. Où je pense que là, pour le coup, la dispersion du corps n'a pas vraiment pour vocation un transfert de force vitale.
Oui, en plus, effectivement, par contraste avec le cas sibérien ou du Grand Nord, il n'y a pas de consommation. La chasse existe, mais elle est pas très importante, c'est très marginal. Et donc, c'est pas central dans une économie d'échange d'énergie, de force vitale ou de matière avec les non-humains. Ce qui est la base de la vie, c'est précisément le troupeau, et c'est le troupeau à l'intérieur d'un pays. Et c'est pour ça que cette notion de pays est très intéressante. Un pays qui doit rester propice, justement, pour permettre l'accumulation et le renouvellement de la fortune, en fait, qui ne peut se faire que si le troupeau, son éleveur, le pays restent compatibles, justement, et restent conjoints tout en étant compatibles. Qu'est-ce qu'on fait avec les os ou les dépouilles des animaux? Il y a un traitement discriminé qui est très compliqué, justement. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on peut garder à l'intérieur de la maison, il y en a qu'on ne doit surtout pas garder à l'intérieur de la maison, il y en a qu'on donne aux chiens. Il y a certains os sur lesquels en fait, on se concentre, c'est les os qui sont troués. Parce que ceux-là sont censés être associés aux âmes des morts. Difficile de savoir en fait le lien logique qu'il y a dans cette chose-là, mais les os troués, donc les os de l'échine, certains autres os doivent être impérativement cassés au moment de la consommation et ensuite jetés dehors. Mais sinon, il y a effectivement au sein du bétail des animaux qui ont droit à un traitement funéraire différencié, et notamment les chevaux de course. Les chevaux de course, on ne se contente pas de les laisser soit mourir en plein air, soit déjà on ne les mange pas, mais on dépose leur crâne donc, sur le sommet des montagnes, cette fois-ci, donc à côté des cairns. Donc là, pour le coup, en lien direct avec les esprits maîtres des lieux. Et c'est réservé vraiment aux chevaux les plus prestigieux, quoi. Une autre question concerne le destin post-mortem, les âmes des morts. Est-ce que leur destin varie en fonction des modes de traitement du cadavre? Alors, a priori non, et c'est quelque chose qui préoccupe très très peu les Mongols. C'est-à-dire que le plus important, c'est que les morts disparaissent, probablement pour se réincarner, mais peu importe. La seule chose qui peut varier, c'est effectivement quand le lieu a mal été choisi, et on dit vraiment mal enterré, enfin mal installé, c'est-à-dire en fait mettre dans le mauvais lieu, où là le mort est bloqué et revient, erre sous la forme de fantômes et tout ça. Et on est très peu disert sur le sort des morts dans l'au-delà. Mais il y a quelque chose dont on veut s'assurer, c'est qu'il soit justement installé de façon juste, encore une fois. Donc son installation dans un lieu va permettre sa dissolution dans l'espace. Toutes les expériences de fantômes ou de revenance et tout ça sont interprétées comme l'effet d'un mauvais enterrement, d'un mauvais choix d'un lieu, quoi. Donc le choix non propice, vraiment une erreur dans la composition des contradictions, quoi. Donc c'est ça le risque. Après, savoir comment un mort va se réincarner, on espère qu'il se réincarnera dans un humain. L'Église bouddhique a essayé de propager l'idée d'un paradis qui serait une étape dans le cycle des réincarnations. C'est pas quelque chose qui empêche les Mongols de dormir du tout. Est-ce qu'il y a un rapport entre la malmort et le mauvais enterrement? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui par exemple, qui se perd, qui meurt d'épuisement ou qui est assassiné, se trouve dans le même genre de situation que quelqu'un qui est mal enterré? Oui, tout à fait. Surtout si justement on n'a pas vraiment réussi à retrouver sa dépouille, si sa dépouille a disparu, ou justement si elle n'a pas pu être placée, quoi. Les gens qui n'ont pas pu être placés, comme dans toutes les sociétés finalement, sont sujets à la malmort. Mais justement, c'est tout le talent en fait du médiateur, de l'astrologue, c'est de pouvoir composer avec les pires situations qui existent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation insolvable. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a été assassiné dans la pire des situations polluantes possibles,
il y a a priori une manière de composer cette situation d'une façon qui permettra de la surmonter et d'en faire quelque chose de propice au final. Il faudra lire particulièrement beaucoup de prières, ou il faudra lire des prières d'un type particulier qu'on lit jamais, mais il y aura toujours une solution de composition. Et c'est la beauté des régimes analogistes, c'est qu'il n'y a jamais de blocage, en fait. Il y a toujours des possibilités, puisque tout, a priori, est contradiction de différence. Donc il faudra aller voir un homme particulièrement habile, parce que justement c'est comme ça qu'on qualifie les spécialistes rituels, c'est les hommes habiles justement, c'est ceux qui savent composer avec les situations. Il faudra quelqu'un de particulièrement habile pour composer avec cette situation particulièrement compliquée. Et ils ne sont pas du tout attachés à ces maisons, à ces pompes funèbres que tu nous as évoquées. Non, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est des spécialistes qui font les choses à votre place et qui le font justement. Donc, ils sont attachés à ce que les pompes funèbres soient sérieuses et qu'elles fassent les choses qui prennent tous les éléments en compte. Ce dont ils seraient... et Bouyan a cette réputation-là. C'est-à-dire que non seulement ils prennent en compte les injonctions de l'État, mais ils ont des astrologues et tout ça qui savent considérer toutes les options cosmiques, quoi. Donc l'institutionnalisation de la chose n'est pas dérangeante, puisque effectivement il faut un principe totalisateur pour pouvoir surmonter juste ce constat des différences. Donc le problème, c'est d'avoir une institution suffisamment totalisatrice qui permettra de trouver la situation la solution la plus juste, quoi, et potentiellement d'aller la chercher parmi même les solutions contre-intuitives. Et c'est ça le problème de l'institution, c'est quand elle est bloquée sur certains lieux ou certaines manières de faire, où elle ne remplit plus son rôle d'un point de vue analogique, pour le coup, en tant que système totalisateur. Et c'est là la contradiction entre cet État qui semble être un système totalisateur qui dit bon, on va organiser les choses du dessus, parfait, et la pauvreté des solutions qui donne, qui ne fait pas du tout justice au cosmos analogique, et qui nécessite toujours des proliférations et des contournements, en fait. Mais il y a d'autres candidats, nouveaux candidats en tant que système totalisateur, qui sont sollicités, par exemple l'Église catholique. Alors j'avais rencontré des prêtres catholiques qui étaient sollicités pour des funérailles. Et en bon prêtre catholique moderne, sans doute de gauche, il disait mais comment faites-vous vous? Et puis on fera en fonction de vos rituels. Ce qui ne plaisait pas du tout aux Mongols. Il disait non, c'est à vous de nous dire précisément, c'est à vous de dire, de choisir quelle solution sera la solution juste. Là, il y avait encore une fois une contradiction. Cette fois-ci, ce qui était censé prendre la position de système totalisateur, en appliquant des opérateurs particuliers à la situation particulière, se défaussait et ne jouaient pas leur rôle du point de vue de la population. Et pendant la période de République socialiste, ces spécialistes rituels continuaient à opérer? Oui, dans la clandestinité, effectivement, mais il y avait toujours des moines défroqués qui avaient survécu aux purges. D'ailleurs, les purges ont concerné surtout les lamas de haut rang, en fait, très peu les petits lamas. Il y avait un tiers de la population qui était ordonnée en Mongolie avant la Révolution, donc c'était énorme, je veux dire, c'est une proportion de la population énorme. Et ensuite, l'Église bouddhique, en fait, c'est plutôt les lignées de spécialistes rituels se sont plus ou moins mêlées à l'Église bouddhique, et donc des personnes qui avaient hérité, des personnes pouvaient hériter leur qualification religieuse d'un père qui avait été ordonné, même si eux n'avaient pas été vraiment ordonnés. Donc effectivement, il y a eu cette espèce de lignée un petit peu clandestine de spécialistes, plus ou moins attachés à l'Église bouddhique, qui maîtrisaient encore à peu près les opérateurs analogiques qui permettaient de composer le monde, en fait.